Bonjour, merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui pour notre quatrième rencontre de notre communauté de pratique sur les AOC. Donc, comme le disait Paul, on rencontre quelques difficultés techniques puisqu'aujourd'hui nous avons la chance effectivement d'avoir des intervenants qui sont basés au Tchad et au Sénégal. Et apparemment, il y a eu des fortes pluies hier et donc des petits soucis pour nos intervenants, intervenantes pour arriver au bureau et arriver à se connecter dans de bonnes conditions. Donc, on espère qu'on aura tout le monde autour de nous. Voilà, donc on va commencer quand même à introduire la séance et on vous demande un peu d'indulgence pour ce matin parce que voilà, c'est des petits soucis techniques indépendants de notre volonté. Alors, du coup, donc aujourd'hui, nous nous rencontrons pour la thématique comment articuler les approches orientées changement avec l'approche genre. Alors, nous sommes effectivement dans le cadre d'une communauté de pratique qui est ouverte à tous et toutes. Donc, si vous souhaitez découvrir ce que sont les approches orientées changement, vous êtes les bienvenus. Et si justement vous savez ce que c'est et vous les mettez en œuvre depuis quelques années et que vous avez besoin de prendre un peu de recul, c'est aussi un espace qui peut vous donner un petit souffle et qui peut être intéressant pour vous. Donc, c'est assez ouvert. Les objectifs de notre communauté de pratique permettent de promouvoir du coup les approches orientées changement auprès des acteurs, actrices de la solidarité internationale. Prochaine slide, Paul, s'il te plaît. Et nous permettent également de proposer une première entrée, une première porte d'entrée sur les AOC pour celles et ceux qui sont intéressés par la démarche et aussi de croiser les approches orientées changement avec d'autres méthodes de planification ou de mesure des effets de l'action. On a vu effectivement précédemment dans le cadre d'un cycle de rencontres, prochaine slide s'il te plaît, Paul, les rendez-vous effectivement que nous avons pu avoir jusque-là. Nous avions une première rencontre sur l'articulation entre les AOC et la temporalité des projets. La deuxième rencontre, c'était sur la question de la redevabilité et les approches orientées changement. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ce mariage peut se faire? Pour la session 3, nous avions abordé la question des enjeux territoriaux, le territoire pour enrichir justement les approches orientées changement. Et pour la session d'aujourd'hui, c'est vraiment comment articuler les approches orientées changement avec une approche genre. Nous poursuivons bien sûr ce cycle pour une rencontre le 23 janvier prochain sur convaincre et transmettre les AOC. C'est quand même un enjeu important, comment justement embarquer les équipes dans ces démarches-là. Et la dernière session du cycle qui aura lieu le 22 mai 2025, les approches orientées changement et les autres démarches d'analyse de l'action. Quelles sont les complémentarités possibles que l'on peut trouver? Voilà. À chaque fois, on s'appuie sur des témoignages de praticiens, de praticiennes qui peuvent évidemment parler de leur pratique et illustrer parfaitement ces thématiques. Donc, ça nous permet d'avoir évidemment des tours d'horizon relativement larges. À la fois, on a pu avoir notamment des témoignages de gestionnaires de projets, d'organisations qui travaillent plus sur les territoires, des collectivités territoriales. On a eu des témoignages également de nos partenaires financiers de l'AFD. Aujourd'hui, on a la chance, effectivement, prochaine slide, s'il te plaît, donc de travailler sur effectivement les approches orientées changement et l'approche genre, euh, qui ont en commun ces deux approches de placer le renforcement du pouvoir d'agir des acteurs et des actrices au cœur des processus de changement. Et on s'est dit évidemment que ce serait intéressant, bien sûr, de les associer pour encourager l'inclusion et renforcer le pouvoir d'agir de ces acteurs et ces actrices. Comment cela s'articule-t-il et comment cela se traduit-il concrètement? Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, au sein du F3E, donc il y a la continuité du programme expérimental qui était au départ initiativement comment je vais dire, le prisme, qui a évolué petit à petit, qui aujourd'hui donc en est à sa deuxième cycle du PAX 2. Et dans le cadre de ces expérimentations, justement, on a l'inclusion de l'approche genre intersectionnelle dans les approches orientées changement. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux binômes, on va dire, de partenaires organisations qui travaillent, qui expérimentent effectivement des approches orientées changement avec l'inclusion de l'approche intersectionnelle de genre et qui vont justement nous partager là où ils en sont de ces expérimentations et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour eux
en termes d'outillage, en termes de posture, en termes d'effets que ça peut produire à court terme aussi sur justement la participation des personnes, l'évolution même des projets, qui vont vraiment nous livrer, en tout cas, les éléments justement de ces expérimentations. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir, donc je ne sais pas si Radi nous a rejoint. Paul, si? Ah, tu sais pas. Bonjour. Oh, Radi, super. Bonjour, Radi. Donc là, normalement, nous sommes au complet. Tout va bien. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Radi Adiambone-Diatta. Donc, excusez-moi par avance si j'écorche vos noms. Je vais faire du mieux que je peux pour les prononcer correctement. Donc, qui est chef de projet au sein du GRET Sénégal. Donc, créé en 1976, le GRET est une organisation de solidarité internationale dont la mission est d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et de lutter contre les inégalités tout en préservant l'environnement. Actif dans une vingtaine de pays, le GRET compte 15 bureaux de représentation permanents en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Donc, Radi nous parle depuis le bureau Sénégal. Radi, donc justement, elle est animée par la valorisation du rôle des jeunesses au sein des territoires. Et du coup, elle évolue sur la thématique liée à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Et elle mène la conduite de projets qui a trait justement à la citoyenneté, à l'entrepreneuriat et à la finance inclusive, et aussi à la formation professionnelle par l'apprentissage. Ensuite, Radi est accompagné de Christian Ndour, qui est travailleur social, passionné par l'accompagnement des enfants et des jeunes. Il est chef du projet Yakar Jeunesse et Citoyenneté au sein du consortium Jeunesse Sénégal. C'est une personne passionnée de sport notamment, et particulièrement de football. Alors, le consortium Jeunesse Sénégal est une fédération d'associations d'entrepreneurs, d'investisseurs, de décideurs, de chercheurs et de partenaires au développement, réunis autour de la question du développement et de l'autonomisation des jeunes au Sénégal. La mission donc de la CJS, dire de manière plus ramassée, est d'œuvrer à structurer, renforcer et mettre en œuvre en réseau les organisations locales de jeunes avec les acteurs clés de l'écosystème, afin qu'ils collaborent au mieux pour ensemble assurer aux jeunes les plus exclus d'avoir accès à proximité ou sur Internet à des informations utiles et fiables, à des opportunités d'apprentissage ou d'emploi, et aussi à des services administratifs et judiciaires. Voilà pour le binôme qui représente cette expérimentation au Sénégal. Ensuite, dans un deuxième binôme, nous avons Antilia Somorago et Jasnabeim Baindo. Alors, Antilia Somorago, qui est chargée de mission pour l'accompagnement et renforcement des acteurs au sein d'Initiative Développement, ID notamment. Elle accompagne et forme du coup ses collègues de différents pays d'intervention dans la mise en œuvre de l'approche orientée changement et le renforcement organisationnel et institutionnel d'organisation de la société civile. Initiative Développement donc, est une association créée en 1994 à Poitiers. Elle participe au renforcement de l'autonomie des acteurs et des actrices pour que ces derniers et ces dernières puissent construire et mettre en œuvre par elles-mêmes et eux-mêmes des réponses aux défis sociaux, environnementaux et économiques de leur territoire. IDEE souhaite justement construire un monde plus équitable dans lequel chaque personne, même vulnérable ou marginalisée, peut s'exprimer et agir sur son milieu dans le respect des autres et de la planète. Aujourd'hui, IDEE intervient sur une vingtaine de programmes de développement sur différentes thématiques: eau, assainissement, déchets, climat, citoyenneté, territoire, santé, éducation, etc., dans 9 pays, dont le Tchad. Et c'est depuis le Tchad aujourd'hui qu'Antilia et Jasnabey nous parlent. Elle est accompagnée de Jasnabey Mbaindo, qui est administrateur délégué de l'Association tchadienne pour la non-violence, ATNV, depuis 2010. Donc, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas trouvé de logo de l'ATNV. Voilà, c'est pas qu'on n'a pas voulu en mettre, mais c'est qu'on n'a pas trouvé en tout cas le logo. On a peut-être mal cherché. Donc, c'est depuis 2010 que Jazz Nabay donc, travaille à l'Association tchadienne pour la non-violence. Il s'est spécialisé dans les domaines de la communication, la médiation, la réconciliation, la construction de la paix et les droits humains et les questions de gender mainstreaming. L'Association tchadienne pour la non-violence est une association de paix et de promotion de défense des droits humains qui a été créée en 1991 à Moundou. La TNV est l'œuvre de Tchadiens et Tchadiennes qui épris de paix et de justice au sorti de la dictature de 1990
ont pensé apporter leur soutien aux institutions de la République démocratiquement admises en place afin de favoriser l'unité entre les fils et les filles du pays. Donc, leur approche, c'est l'approche par les droits, avec des interventions qui visent à faire prendre conscience des droits inhérents à toute personne humaine, et également le transfert de connaissances à des acteurs et des actrices locales et locaux, à travers des formations, formations de formateurs, des suivis, de l'accompagnement, pour développer des compétences locales. Voilà, c'était un petit peu longue, et ça permettait effectivement d'ancrer les différentes organisations sur les territoires sur lesquels ils interviennent pour mieux effectivement nous partager leurs expériences autour des approches orientées changement avec un prise en compte de l'approche genre intersectionnelle. Voilà, merci Paul. Je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît. Et là, je laisse la parole à Paul. Désolé, j'éprouve moi aussi quelques petits soucis techniques, mais normalement tout va bien. Vous devez maintenant m'entendre. On vous l'a dit, Claire l'a rappelé du coup en introduction. Le pari de cette communauté de pratique, c'est de pouvoir se faire rencontrer dans un même endroit, dans une même instance virtuelle au moins, des personnes qui découvrent les approches orientées changement, mais également des personnes qui parfois sont spécialistes de ces approches ou les mettent en œuvre depuis des années. Euh, à chaque session, on veut donc prendre un petit moment pour reparler de ce que sont les approches orientées changement, pour que bah, ceux qui les découvrent aient une petite idée de quand même de quoi on parle, et puis parce que ça fait jamais de mal de se rappeler un petit peu des enjeux. Alors, les précédentes fois, je vous avais proposé une petite présentation. Je me suis dit que cette fois-ci, on allait changer un petit peu les choses, même si on pourra procéder à une présentation ensuite. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous dans la salle enfin, qui connaissaient les approches orientées changement. Du coup, je voulais un petit peu faire une forme d'appel à manifestation d'intérêt pour les personnes qui sont dans la salle. Vous avez une fonction qui vous permet de lever la main. Donc, je vous propose, si quelqu'un veut se lancer, quelqu'un ou quelqu'une veut se lancer, on vous propose de décrire en une ou deux phrases ce que sont les approches orientées changement pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de se pencher dessus, que ce soit au travers de gestion de projet, de mise en œuvre de dispositifs de suivi et évaluation, de consultance externe. J'ai plusieurs cibles en tête en envoyant cet hameçon vers le chat. Donc, n'hésitez pas à vous manifester pour nous proposer une petite définition en quelques phrases. Ne soyez pas timide. Allez, j'ai Audrey qui lève la main. Je t'en prie, Audrey. Bonjour, j'ai ma caméra qui marche pas pour le moment, mais Bah, voilà. je t'en prie, si tu Voilà, veux c'est bien bon. juste... Ah bah, Oui, parfait. Si tu veux bien juste te présenter en deux mots et nous dire voilà. qui Moi, tu je suis es. Voilà. Audrey de Pigny-sur-Orne du réseau phare. Je suis chargée du suivi, évaluation et des expertises et je suis aussi référente genre pour le réseau phare. Et pour moi, les approches orientées changement, enfin, je vais parler plutôt du suivi, évaluation orienté changement par rapport au suivi-évaluation classique, c'est un suivi-évaluation qui place les acteurs au centre et qui se base sur des dynamiques de changement longues et sur des critères plutôt plus qualitatifs que quantitatifs. Donc on évalue des chemins de changement, on définit des chemins de changement et on évalue comment les acteurs vont vers ce changement. Voilà, la manière dont ils vont vers ce changement souhaité, vers ce changement qu'ils ont eux-mêmes défini au départ. Et donc, c'est une approche qualitative, c'est une approche qui place les acteurs au centre et c'est une approche qui prend en compte la complexité de la réalité et non pas, voilà, contrairement à l'approche un peu classique où on définit des indicateurs plutôt quantitatifs. En début de projet, on doit y arriver, mais qui ne reflètent pas derrière toute la complexité de la réalité, quoi. Donc voilà, c'est une définition un peu spontanée comme ça. Bah, merci Audrey, c'est peut-être spontané, mais il y a déjà plein de choses, c'est très riche. Il y a donc, alors attends, je ne veux pas déflorer ma prochaine slide. Il y a donc cette dimension, si je devais retenir trois grands thèmes dans ton intervention, c'est la dimension acteur-actrice,
la dimension qualitative et l'idée de faire face à une complexité. On pourra peut-être revenir sur cette notion après. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Décidément, je veux passer à la prochaine slide absolument. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, nous proposer des éléments de complément, apporter des précisions ou s'inscrire en faux tout simplement? Tout ça de façon bienveillante, bien sûr. Levez la main pour celles et ceux qui voudraient se lancer. Bon, on n'a pas de volontaire. Si, Emmanuel Pâté de sauce, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors la définition précédente était très exhaustive, donc j'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est que pour moi, les approches orientées changement, c'est aussi un ensemble d'outils, de méthodes, de pratiques. Il n'y a pas forcément une recette unique. Il y a une capacité de développer des outils, des méthodes pour favoriser la concertation, pour favoriser la réflexion collective, pour identifier les changements et les moyens pour atteindre ces changements et les évaluer. Donc juste peut-être cette notion de boîte à outils, de pratiques et de méthodes qui sont adaptés à chaque situation et qui sont à imaginer et à créer pour chaque situation. Bah, super. Emmanuel, si vous voulez bien simplement vous présenter, du coup, ce sera dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Oui, pardon. Oui, donc Emmanuelle Patesso, je suis consultante, facilitatrice, formatrice. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Donc cette idée je sais pas, d'une super compilation dans laquelle on pourrait piocher aussi cette idée d'une diversité d'outils, de méthodes il ne s'agit pas d'un chemin unique, mais d'un ensemble de ressources à disposition. Merci Emmanuel. Une dernière personne pour se lancer? J'ai juste le fil de discussion. Il y a Muriel en fait qui nous précisait que les approches orientées changement permettaient en fait du coup de casser une certaine linéarité que pouvait induire le cadre logique et qui pouvait du coup avoir à la fois des avantages et peut-être être un petit peu parfois perturbant quand on met ça en place. Voilà. Donc en tout, il n'y a pas de linéarité à la différence du cadre logique. Et on a Geoffrey qui lève la main. Faisait partie des personnes que je ciblais en disant, ah, il y en a qui pourraient en parler. Vas-y Geoffrey. Bonjour, je suis Frédéric Marteau, je suis consultant donc, en approche orientée changement et notamment sur les DSE, les stratégies basées sur les approches orientées changement. Juste pour ajouter, parce qu'en effet, ça a été assez exhaustif, ce qui a été dit, ce que je voulais dire aussi sur les approches orientées changement, ce qui est intéressant, c'est que ça donne du sens. C'est-à-dire que ça permet de regrouper un peu tous les acteurs autour d'un projet, d'une stratégie ou de données collectées et un peu de donner du sens. Donc, je disais un peu Audrey sur le côté qualitatif. Donc, ça permet de remettre tout le monde au cœur de l'action et pouvoir, euh, et pouvoir partager son expérience basée sur du subjectif et pas que de l'objectif, et ce qui est très complémentaire justement de ce que vient de dire Claire sur une approche assez complémentaire du cadre logique et qui peut s'intégrer complètement à un cadre logique avec une approche plus qualitative, objective et redonner du sens un petit peu à l'action. Merci Geoffrey. Merci Geoffrey. Bah, du coup, je vous propose de passer à quelques éléments de reprise, mais vous avez déjà dit plein de choses. Voilà la définition que proposait le F3E déjà il y a un moment. Hein, on a commencé à travailler sur les approches orientées changement en 2014. Elle porte ce nom-là depuis 2016, je dirais à peu près. Et donc ça, c'est une définition qui doit dater de 2016. Les approches orientées changement sont un ensemble d'outils et de méthodes. Donc on retrouve bien la dimension euh, compilation. Hein. On retrouve aussi le fait que on fait dialoguer dans ces approches orientées changement tout un tas euh, de méthodes préexistantes que vous connaissez peut-être par ailleurs, hein, la technique du changement le plus significatif, l'outcome harvesting, récolte des effets en français, la cartographie des incidences, où on s'inspire aussi d'éléments de la théorie du changement, l'évaluation basée sur la théorie. Donc, cette idée donc d'une espèce de grande, on a parlé de boîte à outils, de compilation, voilà, l'idée de quelque chose euh, d'assez divers dans lequel aussi on peut piocher avec l'idée de, il n'y a pas
je veux dire, c'est pas une méthode très très corsetée, c'est plutôt un ensemble d'outils, de méthodes, d'inspiration. Pour planifier, suivre et évaluer des actions. Alors là, je vais revenir là-dessus de façon assez peut-être un peu plus forte parce qu'on a beaucoup parlé de suivi, évaluation, orienté changement, mais les approches orientées changement visent aussi, on l'a peut-être moins affirmé, même si je pense que c'était en creux dans ce qui a été dit, servent aussi à être dans une dimension de programmation ou de planification. Je vais revenir juste après sur les différentes étapes du suivi et évaluation. Et donc, il y a bien cette dimension de définir une vision commune, des chemins de changement, ce qui a été évoqué par Audrey, et après donc de suivre et évaluer l'atteinte des changements escomptés. Mais on a donc quand même cette dimension de planification. Ce n'est pas uniquement un outil de suivi et évaluation. Euh, le but, c'est d'accompagner un processus de changement. On retrouve là aussi peut-être cette dimension de complexité qu'on a évoquée. Les changements, comment adviennent les changements? Euh, c'est toujours très compliqué de pouvoir le dire. Et du coup, les AOC, elles ont un peu au fond, d'un point de vue philosophique quasiment, l'idée que les changements, on y contribue. Les acteurs, actrices, les organisations y contribuent, mais ne les provoquent pas à eux seuls. Et donc, du coup, l'idée de ces méthodes très participatives, très qualitatives, ça a été dit, c'est aussi d'aller documenter des changements, de confronter le regard sur ces changements pour mieux les qualifier. Que dans une logique projet où on imagine que le changement est réductible à un simple indicateur. Euh, donc j'ai déjà parlé de la définition de la vision d'un futur commun, des positions respectives. On retrouve là une dimension qui a été peut-être soulevée par Geoffrey, notamment celle du sens, faire collectif, faire ensemble. Cette notion de vision et de construction collective d'une vision, c'est cette idée de redonner du sens, de redonner du souffle aussi potentiellement. Et c'est surtout cette vision, une vision qui souvent va être définie sur un pas de temps plus long que le pas du projet. Je passe assez rapidement sur mes mots à mots là, c'est pas le but. Le but c'était de vous faire parler et pas de vous donner des abreuvés de slides. Vous pourrez de toute façon retrouver cette présentation tant en lien de notre vidéo YouTube que sur la page consacrée du site du F3E à 7CP. Simplement, peut-être prendre un instant pour vous parler des 5 grandes étapes hein, telles qu'elles ont été définies du, de la démarche approche orientée changement, l'analyse du contexte et des acteurs, euh, essayer de comprendre et de comprendre collectivement comment, dans quel contexte ça se déploie. Donc, c'est une analyse en termes d'acteurs-actrices, une analyse du territoire d'intervention. Il y a plein d'outils là qui peuvent être mobilisés selon les enjeux. Ça peut être une analyse des rapports de pouvoir entre acteurs-actrices également. Vous voyez comment la thématique du genre commence à être distillée. C'est ensuite la définition d'une vision collective, vision qui sera ensuite déclinée en grands chemins de changement qui pourraient être décrits comme des grands défis à relever, soit par les acteurs-actrices impliqués dans l'AOC, soit sur des enjeux thématiques. Hein, je sais pas, grand défi plaidoyer, grand défi renforcement des capacités, enfin, que sais-je. Donc, une vision déclinée en chemins de changement qui sont eux-mêmes déclinés en activités. Donc, c'est là qu'on retrouve euh, des activités et ce qui nous permet d'arriver à une planification. On pourrait sans doute là avoir un point de correspondance avec une présentation sous forme de cadre logique habituel. Et puis, l'organisation d'un suivi-évaluation. Donc, suivi-évaluation qui peut soit s'adosser sur cette démarche de planification, on va regarder comment on avance sur les chemins de changement, qui peut aussi s'inspirer des approches orientées changement et exister en soi, pour soi, euh, et donc démarrer alors qu'on n'a pas de vision, etc. Tout ça, c'est des grands enjeux. On pourrait y consacrer des heures. D'ailleurs, on a des formations sur les AOC. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse pour aller plus loin. Je vous laisse aussi cette slide de côté. Donc voilà à peu près ce que sont les approches orientées changement. Et donc vous aurez aussi des ressources à aller euh, fouiller, compulser pour aller plus loin. Hein. Donc une introduction rapide aux AOC, le changement de portée que vous avez en visuel qui vous permet une première introduction au-delà de ce PowerPoint, et puis vous avez les différentes ressources qui ont été produites dans les cadres des programmes d'expérimentation auxquels Claire faisait référence tout à l'heure. Prism d'abord, et puis changer les territoires par l'action collective, donc 2018 pour la fin de Prism, 2021 pour la fin de changer les territoires par l'action collective. Et dès cette année, on en reparlera tout à l'heure, on a la publication des résultats des expérimentations approche orientée changement qui ont été menées entre 2022 et 2024 dans le cadre du programme PAX 2, Programme Atelier du changement social
d'eux. Mais ce n'est pas forcément le cœur de notre propos, c'est simplement que les témoignages que vous entendez aujourd'hui sont issus de ce programme d'expérimentation. Et pour terminer simplement, vous avez bien compris, et c'est le premier truc qu'a dit Audrey, les approches orientées changement, c'est avant tout réfléchir en termes d'acteurs et actrices. Alors, si on fait l'impasse sur les enjeux de genre, on risque de faire de mettre en œuvre des approches orientées changement en reproduisant des rapports de domination, des rapports de pouvoir qui traversent nos sociétés, et il n'y a aucune raison que la pratique des approches orientées changement en soit prémunie avec une forme de totem d'immunité, euh, comme ça, par magie. C'est pour ça que le programme PAX 2 et nos témoins d'aujourd'hui ont réfléchi de façon plus concrète à la façon d'intégrer ces enjeux de genre dans la pratique des approches orientées changement. Et donc, on va essayer de les écouter. Voilà, du coup, peut-être Claire nous dire, tu avais une proposition de grille d'écoute active, je crois. Absolument. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous retrouver sur cette communauté de pratique, nous avons l'éternelle grille d'écoute active qui va permettre de vous guider dans l'écoute des témoignages et notamment d'orienter vos questions, parce qu'il y aura toujours entre les deux, il y aura deux temps de questions et d'échanges avec nos intervenants, intervenantes. Et il y aura deux moments où on vous demandera évidemment d'intervenir si vous avez des moments, des questions d'éclaircissement, des questions pour de challenge, pour challenger un petit peu nos témoins. Et la grille d'écoute active, donc c'est ce que je retiens, ce qui me questionne et ce qui m'inspire pour évidemment mettre en place moi aussi les approches orientées changement en intégrant l'approche intersectionnelle de genre. Alors, je voulais juste préciser que malheureusement, notre témoin Jazz de l'ATNV au Tchad va devoir nous quitter quelques minutes. Et donc, Paul, je suggérais en tout cas pour la premier axe de questions de commencer à faire intervenir peut-être le binôme Antilia et Jas. Et donc, je le dis pour Radi et Christian dans le déroulé que nous avons prévu, pour permettre en tout cas à Jas de nous parler un petit peu avant de quitter malheureusement. Voilà. Alors, du coup, nous avons été assez ambitieux sur cette rencontre puisque nous avons 5 axes de questionnement. Donc, on va essayer en tout cas de tenir au maximum le timing. Alors, le premier axe de questionnement, alors c'est effectivement du coup Antilia et Jazz. Comment vous y êtes pris pour intégrer les enjeux de genre dans les approches orientées changement? Quels outils spécifiques avez-vous déployés? Donc, je vous laisse la parole. Alors, je vérifie bien, vous êtes là toujours? Oui, Jazz aussi. Antilia, je ne sais pas. Oui, aussi. Vous nous entendez? Bonjour. Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? Très bien. Jazz Mais aussi, vous nous entendez? je voulais que Jas prenne la parole vu qu'il va Bien partir dans sûr, quelques minutes et bien qu'après sûr, il n'y a que moi qui vais parler. tout à Oui, fait. Ah, c'est bon. Jas, tu veux te lancer? est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai bien peur de parler dans le vide, quoi. Non, on vous entend très bien, Jess. On vous nous interrogeait sur voilà, la façon dont vous y étiez pris. Peut-être d'abord nous décrire un petit peu le contexte dans lequel vous intervenez, idée à TNV, et puis nous dire un petit peu comment vous avez introduit cette perspective de genre et cette pratique des approches orientées changement sensibles au genre dans le cadre de votre projet. D'accord. Il faut dire que l'action que Initiative de Développement et l'ATNV portent consiste à renforcer donc la participation citoyenne des personnes supposées les plus éloignées des espaces de décision, notamment les jeunes et les femmes dans la ville de Moundou, au sud du Tchad, et en s'appuyant sur l'approche orientée changement appliquée à la mobilisation sociale.
Cette dynamique donc consiste à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes, souvent peu entendus et moins consultés, de façon à renforcer leur capacité à les rendre capables de s'exprimer face à certains groupes, mais aussi à dialoguer et entre eux pour pouvoir se renforcer mutuellement leur pouvoir d'agir. Et pour cela, nous avons dans un premier temps fait un diagnostic. Et ce diagnostic, au démarrage de l'identification des acteurs concernés par cette problématique, cela donc a permis un regard à 360 degrés pour prendre en compte les enjeux de genre, handicap, génération, etc. Et, et ce, cette relation entre les différentes personnes d'âge social impacte des jeunes à se mobiliser dans l'espace. Gros point d'attention au démarrage de l'AOC, mobilisation sociale, c'est que l'ATNV a eu à réaliser, c'est l'ATNV qui a réalisé ce diagnostic. À travers des focus group, on a donc eu des différents groupes d'acteurs, notamment le groupe d'acteurs des femmes, des jeunes, des mères, ce qui a permis une analyse d'approche des contraintes et autres. On se rend compte qu'il y a une analyse et une participation qui diffèrent quand on est femme ou non. Il y a des moments où c'est en plénière, il est difficile pour ce groupe d'acteurs de prendre la parole. Donc, en faisant cela, ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise et puis prendre la parole. Nous avons eu aussi à veiller à ce que ce dialogue se fasse via des ateliers que nous appelons des ateliers multi-acteurs, organisés chaque année en mettant en avant les chemins de changement que les différents groupes d'acteurs se sont tracés. Et ce groupe d'acteurs, donc, euh, ont, cela a nécessité de faire un travail de groupe d'acteurs, comme je l'ai dit, par la dimension collective a été prise en compte et cela a permis d'aller ensemble vers la vision donnée de manière à ce que les différentes, le dialogue intergénérationnel puisse s'instaurer, quoi. Donc voilà un peu cette approche qui nous a guidés pour pouvoir avancer dans notre expérimentation. Merci beaucoup, Jas, pour cette présentation du contexte et également donc euh, des différents outils, des différentes tactiques que vous avez mis en place justement pour animer ces ateliers. Et du coup, à mon tour, je vais me tourner vers le binôme du coup du GRET et de la CJS, donc de Christian et de Radi. Et comment pour vous, du coup, a été introduite cette perspective de genre dans les approches orientées changement dans le cadre de votre projet. Donc, pareil, nous présenter un petit peu dans quel contexte vous avez mis en place les approches orientées changement avec cette intégration de la perspective de genre. Et du coup, comment ça s'est traduit concrètement dans ces différentes animations? Allez, tu peux y aller? Ah ouais, je peux y aller, hein. En fait, euh, En fait, dans le cadre de cette collaboration avec le consortium Jeunesse Sénégal, il y avait une certaine expérience du GRET en termes d'accompagnement des jeunesses parce que nous avons une thématique spécifique à l'insertion et à l'employabilité des jeunesses. Et par rapport à ça, nous avions acquis toute une expérience sur la mise à disposition de dispositifs de subvention en cascade. Et étant une composante assez importante dans le cadre du projet Jeunesse Yaka Citoyenneté du CJS, nous avons jugé important de nous allier au consortium Jeunesse Sénégal afin de les accompagner sur le processus de mise en place de dispositions de subventions en cascade. Le défi sur ce dispositif, c'était surtout au niveau de la gouvernance et de l'implication des jeunesses
comment rendre les jeunes acteurs, c'est-à-dire des acteurs effectifs dans la gouvernance de ce dispositif. C'est en ce sens que nous avons organisé l'atelier Vision dans le cadre dans le cadre du PAX 2 avec le F3E. Et la logique derrière à travers cet atelier, c'était de voir, c'est que les jeunes puissent s'exprimer par rapport à comment on pouvait l'intégrer dans dans le dispositif et comment limiter les écueils afin que les jeunes se rendent acteurs de changement par eux-mêmes. Je vais laisser Christian compléter un peu. Merci Khadi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez très bien. Ouais, on te reçoit. Vous m'entendez très bien? Oui, on te Super. reçoit. Alors, d'accord, à la suite de Khadi, effectivement, dans le cadre de notre expérimentation, donc, l'idée c'était de pouvoir mettre en place un dispositif de subvention puisse prendre en compte, en fait, dans sa gouvernance elle-même, les jeunes, puisque dans le cadre du projet Yakar Jeunesse et Citoyenneté, mis en œuvre par le consortium Jeunesse Sénégal dans plusieurs territoires, notamment des territoires très reculés, notamment dans le sud du Sénégal et dans le nord, qui sont des régions un peu défavorisées. L'idée, c'était de pouvoir impliquer les jeunes et de donner leur place vraiment dans ce dispositif-là. Et effectivement, pour pouvoir bien prendre en compte les enjeux de genre et des jeunes dans le cadre de ce dispositif de subvention en cascade, nous avons organisé effectivement un atelier vision tenu dans la zone sud où 50 organisations de jeunes ont été représentées. Donc, des autorités également ont été représentées. Mais même dans le dispositif que nous avons mis en place pour inviter les jeunes, nous avons fait de sorte que les autorités soient moins représentées, que les jeunes filles soient bien représentées, en tout cas les groupes vulnérables, que ce soit des personnes en situation de handicap, les jeunes filles, et ainsi de suite, pour pouvoir en tout cas leur donner leur place et renforcer un peu le niveau d'influence. Bien évidemment, si on veut vraiment que ce dispositif réponde aux besoins exacts des jeunes, il faudrait que ça soit les jeunes eux-mêmes qui puissent eux-mêmes conduire un peu cette gouvernance-là. Et donc, les jeunes ont défini une vision qui a conduit, qui a guidé un peu, disons, le travail mené par le CRE dans le cadre de cet accompagnement-là, pour mettre un dispositif qui réponde effectivement à cette vision-là et qui va nous accompagner avec les différents moyens de changement identifiés par ces différents groupes-là pour pouvoir, en tout cas, bien prendre en compte les jeunes dans ce dispositif. L'autre élément qui est important, c'est qu'au moment même de l'atelier vision, nous avons été en mesure de pouvoir mettre en place des focus groups spécifiques avec des autorités à part, des jeunes à part, renforcer le niveau d'influence, mais également leur donner la possibilité de se sentir à l'aise et légitime pour pouvoir donner leur avis, pouvoir guider tout ce qui va se faire dans le cadre de ce dispositif-là. Et ils ont orienté en tout cas tous les différents niveaux de financement qui vont être mis en place dans le cadre de ce projet-là pour soutenir les initiatives citoyennes qui vont être déployées dans le cadre de ce projet-là. Donc peut-être c'est ce que je voulais ajouter à la suite de Khadi. Et nous sommes à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup. En complément à Christian, pour dire que durant la préparation de l'atelier avec l'équipe du F3E, nous avons porté une attention particulière à la participation des jeunes filles, car nous savons que dans les mouvements associatifs au Sénégal, les jeunes filles sont faiblement représentées au sein des conseils d'administration. Et par rapport à ça, en faisant l'analyse des acteurs et actrices et comment on voyait cet atelier, nous avons fait le choix de convoquer 60% de femmes pour s'assurer que la voix des jeunes filles soit entendue lors de cet atelier. Et concernant les autorités locales, nous avons veillé à ce que ce soit des jeunes qui sont plutôt dans la tranche d'âge allant de 30 à 40 ans, pas plus. L'objectif, c'était de créer un cadre entre jeunes pour discuter sur ces problématiques et apporter des solutions par rapport au sujet les concernant. Merci. Merci beaucoup, Radi et Christian. Je voulais juste préciser, Christian, est-ce que c'est possible que vous puissiez reprendre éventuellement
le canal de son que vous aviez au début, qui était bien meilleur, parce que là, on a un petit peu de mal à comprendre ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de réajuster un petit peu au niveau du son. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments. Paul, on va passer au deuxième axe de questionnement avant de donner la parole du coup aux participants, participantes. Donc, le deuxième axe de questionnement, c'est vraiment en gros, quelle était votre expérience, vous, des approches orientées changement de manière générale au moment de l'animation de ces ateliers? Est-ce que vous étiez déjà expérimenté? Est-ce que c'était la première fois? Donc là, je vais m'adresser du coup à Antilia et à Jas. Je ne sais pas si Jas est déjà parti. Et donc, je crois du coup à IDE, vous aviez déjà une expérience préalable des AOC. D'ailleurs, vous appelez AOCMS. Vous allez nous expliquer du quoi ça consiste concrètement et comment du coup cette expérience a été mobilisée dans le cadre du projet. Que Jess nous a quittés déjà. Mais effectivement, à IB, en fait, on a commencé avec le F3E sur les AOC il y a quasiment 10 ans avec Prism. Donc, nous, depuis, en fait, on a beaucoup expérimenté, on a transformé, enfin, on a adapté, on va dire, la méthode. Et on parle plus donc des AOC, mais on parle d'AOCMS, l'approche orientée changement appliquée à la mobilisation sociale. Et en fait, cet AOCMS, ça, le plus souvent, ça s'inscrit dans l'activité d'un projet et c'est pour vraiment encourager la mobilisation sociale des bénéficiaires qu'on appelle acteurs et actrices et leur stimuler là, en fait, leur analyse et créer du changement endogène sur un territoire. Donc, en général, en fait, on anime ça pendant la durée du projet, entre 2 et 3 ans et on accompagne cette dynamique de changement pour qu'ils réalisent la vision qu'ils se sont définie. Et la fin de l'accompagnement est souvent euh, est marquée par la fin du projet, en fait. Voilà. Alhamdulillah. Et Ça va, alhamdulillah. Mashallah. euh, du coup, pardon. Et en fait, l'idée, c'est qu'on les accompagne pendant un temps, mais qu'après, la dynamique de changement, les actions sur lesquelles ils se sont engagés continuent sans appui de projet, parce que c'est une dynamique qui leur appartient. Et nous, on a développé une posture qu'on appelle la posture d'accompagnement pour animer cette dynamique de changement qui est vraiment on développe un métier d'accompagnateur qui essaye de se placer vraiment comme facilitateur, facilitatrice, qui est assez neutre, bienveillant et qui va seulement questionner pour stimuler l'analyse et le changement des personnes, qui va pas apporter de contenu. Et nous, sur notre expérimentation, on a donc Olivier, qui est notre chargé d'accompagnement, qui est sur le terrain au plus proche des acteurs et qui va régulièrement leur rendre visite et qui va animer des entretiens, des focus group, etc. pour savoir où est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont fait. Et du coup, je vais parler aussi pour la TNV. La TNV avait pas d'expérience à proprement parler avant ça. Et l'idée, c'est on mène conjointement cette AOCMS à Mundou pour en fait un transfert de la méthode euh, graduelle, quoi. Donc, la TNV nous appuie vraiment dans tout ce qui a été le diagnostic, la mobilisation des acteurs. Et, euh, et ça faisait plusieurs années que la TNV voulait tester en fait cette méthode. Mais après, c'est vrai que c'était aussi en fonction des opportunités, des projets. Mais du coup, là, sur le projet, ça a été l'occasion. Et même si c'est Olivier, notre chargé d'accompagnement, et idée, il y a Jazz et un animateur qui sont là souvent aux ateliers régulièrement pour, euh, pour participer à l'animation de cette dynamique de changement et qu'on arrive à leur transférer au fur et à mesure la méthode. Merci beaucoup, Antilia. Je me tourne du coup, vous avez compris, hein, on alterne les temps de parole du côté donc du GRET et de CJS. Radi, Christian, est-ce que vous, respectivement, vous étiez habitués à animer une démarche en approche orientée changement? Est-ce que vous aviez également une expérience sur les enjeux de genre intersectionnel
Voilà. Où est-ce que vous en étiez avant? Vous nous avez parlé de votre expérience dans PAX 2, mais où en étiez-vous au début, au démarrage? Pour moi, au démarrage, j'étais très aveugle aux AOC. En fait, mais j'étais très sensibilisée sur la notion de genre sous l'angle intersectionnel, tout en prenant en compte les différents niveaux de disparité d'une communauté ou d'une personne bien spécifique, suivant sa vulnérabilité. Mais pour les AOC, j'étais très aveugle au tout début. Donc, le fait que nous, dans le cadre du Pacte 2, que le F3E est venu à Dakar pour nous former un peu sur le processus de conduite de la vision et des chemins de changement, nous a permis de mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'on entend derrière par AOC et qu'est-ce qui est attendu, mais également l'importance de cette analyse d'acteurs et d'actrices de changement. Donc, l'atelier nous a permis d'avoir des tips, de mieux comprendre afin de mieux organiser, nous, l'atelier vision qui devait être effectué dans le cadre du programme Yaka Jeunesse Citoyenneté avec le CJS. Christian, je te laisse compléter. Oui, merci Khadi. Pour ma part, effectivement, je n'avais pas de connaissances sur les approches orientées changement ni sur le genre intersectionnel et je l'ai découvert avec le F3E. Et effectivement, lors de cette formation avec les F3E, cela nous a vraiment permis de pouvoir avoir ce regard-là et cette attention particulière sur les approches orientées changement, les différentes techniques de facilitation, ainsi de suite, pour pouvoir en tout cas prendre en considération les niveaux d'influence et aller vraiment vers un changement avec une bonne prise en compte des enjeux de genre. Donc, à la suite de Christian, la formation avec le F3E qu'on avait effectué à Dakar nous a permis de veiller, lors de la tenue de notre atelier, de veiller à ce que les jeunes puissent prendre la parole, veiller également à ce que les jeunes filles qui étaient un peu crispées, qu'elles prennent la parole, mais aussi permettre aux jeunes de s'exprimer librement en sachant que nous, dans notre posture, nous n'avions pas le droit de diriger les échanges que les jeunes effectuaient durant les focus group. Donc, plutôt, on était en posture, notre équipe plutôt en posture d'observatrice afin de voir qu'est-ce qui va ressortir au thème de ces différents focus group qu'on déroulait dans le processus de construction de la vision. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, alors très, très, très succinctement, effectivement, merci du coup à vous quatre de nous avoir déjà livré quelques-unes des clés pour mieux intégrer les enjeux de genre aux approches orientées changement. Donc, on a pu voir création de focus group spécifiques, la volonté aussi de surreprésenter les femmes pour permettre une meilleure expression, une meilleure représentation, le fait d'avoir une posture un peu particulière qui est vraiment plus dans l'observation et moins incitative, qui est vraiment très bienveillante et veille à ce que les échanges se fassent de manière confiante, que les personnes puissent prendre la parole librement, etc. Donc là, justement, on va avoir un temps de questions-réponses à partir de la grille d'écoute active que nous vous avons partagée. Dites-nous ce que vous retenez, ce qui vous questionne, ce qui vous inspire, ou tout simplement, si vous avez des questions à poser à nos témoins, nos témointes, n'hésitez pas, nous vous donnons la parole. Pour adresser vos questions, deux modalités s'offrent à vous. La première, c'est de manifester votre volonté de prendre la parole en levant la main, comme l'ont fait plusieurs d'entre vous au début de cette session. La seconde, c'est d'adresser une question écrite dans le chat. Je m'en ferai alors le lecteur en essayant de rester le plus proche possible de votre pensée. Mais des fois, je ne peux pas m'empêcher d'interpréter un petit peu. Alors prenez la parole à l'oral, c'est encore mieux, vous êtes sûr de ne pas être trahi par l'animateur. Stéphanie, je vous en prie. Commencez par vous présenter, je vous rappelle, et dans la mesure du possible, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre votre vidéo. Voilà.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si la vidéo marche et j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas une super connexion. Tout fonctionne. Super. Donc, je m'appelle Stéphanie Delépine. Je viens de rejoindre Coordination Sud. Je ne connais pas très bien les approches orientées changement, mais je connais bien les enjeux de genre parce qu'auparavant, je travaillais chez Entrepreneurs du Monde, qui est une autre association. J'ai été référente genre, donc voilà. Euh, Moi, je voudrais dire juste que ce que je retiens, c'est l'utilité de faire un diagnostic initial par groupe d'acteurs, même si le but, quelque part, c'est de faire le changement social et ça se fait tous ensemble. Je trouve que c'est intéressant de dire parfois, il faut diviser, puis parfois, au contraire, il faut rassembler. Voilà. Et j'avais une petite question plutôt pour l'équipe sénégalaise. En fait, je me demandais s'il avait fallu faire autre chose pour mobiliser les jeunes filles que en inviter 60% et puis la posture des animateurs. Est-ce que vous avez dû mettre d'autres trucs en place pour que vraiment voilà, ça fonctionne, que ces jeunes femmes se prennent la parole et prennent la place? Voilà, merci beaucoup. Paul, on prend toutes les questions et ensuite les personnes répondent. Comment? Non, je te propose qu'on ait une réponse parce que Ouais, je vais ouais, demander des précisions à super, certaines des personnes qui questionnent sur le chat. Voilà. super, ça marche. Donc, bah, Radi ou Christian? Question, je te laisse répondre. Oui, alors peut-être que effectivement, merci pour votre question. Je pense que peut-être que on a eu des profils assez divers quand même dans les associations. Ce qu'il faut relever, je pense que Khady l'a précisé tout à l'heure dans ses propos, c'est qu'au Sénégal, les jeunes filles, en tout cas dans les associations, prennent très rarement la parole, si ce n'est pas une association spécifiquement féminine, donc que les femmes. Et donc, c'est très difficile souvent que les jeunes filles manifestent le leadership. Et on en a quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, on a très bons exemples. Les jeunes filles manifestent le leadership et vraiment, en tout cas, disons, sont en mesure de pouvoir, en tout cas, faire valoir leurs avis dans différents cadres. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment donner la parole également à d'autres jeunes qui, systématiquement, en tout cas, dans certaines zones, culturellement parlant, n'ont pas l'opportunité ou bien n'ont pas ce pouvoir-là d'agir, de pouvoir prendre la parole et de s'assurer, en tout cas, que leur avis sera bien pris en compte. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment nous assurer de cela en prenant plus de filles. Maintenant, effectivement, peut-être qu'on aurait peut-être choisi dans les assos un homme, une femme, on aurait une équité. Mais en tout cas, pour certaines associations, c'était seulement euh, une personne qui devait venir. Donc, généralement, en termes de représentativité, lorsqu'on dit que c'est une personne qui vient, généralement, les associations envoient des jeunes garçons. Donc, c'est ce qu'on a voulu vraiment éviter en spécifiant ces éléments-là. Peut-être que tu peux ajouter. Ah oui, à la suite de la réponse de Christian, c'est vrai que nous, dans le processus d'analyse des acteurs et actrices, après avoir identifié les organisations au niveau des zones, des territoires d'intervention du projet Jeunesse IACA Citoyenneté, nous avons demandé aux organisations de nous envoyer euh, parmi deux personnes, dont un homme et une femme. Donc, pour les organisations qui étaient juste les organisations de jeunes filles qui travaillaient sur les thématiques liées à la santé de la reproduction sexuelle ou toute autre thématique liée à la femme, nous avons demandé d'avoir deux jeunes filles. Donc, ça nous permettait déjà de créer tout un équilibre dans la composition et de s'assurer d'avoir que des jeunes filles qui sont actives dans les organisations et qui ont l'habitude de prendre la parole. Nous avions eu un cas spécifique, ça c'était plutôt pour la région de Matam. Nous avons eu une jeune fille qui, l'atelier lui a permis de voir, elle en tant que personne, ce qu'elle pouvait apporter à une organisation en intégrant le comité d'administration ou en invitant ses consoeurs à s'organiser autour d'une association pour travailler sur des thématiques les concernant. Parce que la remarque qu'on a eue, c'est que cette jeune fille a dit, ah, nous, à Matam, il n'y a pas d'organisation de jeunes filles. Ou les organisations que nous avons à Matam, généralement, ce n'est dirigé que par des hommes.
Et ça nous pousse à nous questionner sur le positionnement même des femmes au sein de ces organisations, les rôles qu'elles jouent et les difficultés qu'elles ont à être sur des tâches à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup. Désolé pour le petit temps de latence, il me fallait d'abord couper le sifflet à la personne qui avait ouvert son micro avant de reprendre moi-même la parole. On a deux questions sur le chat. J'ai aussi une question adressée à l'oral par Pape. Pape, je vous donnerai la parole après. Je vais d'abord me faire le relais des deux questions qui ont été adressées sur le chat. Mais je vous oublie pas. Euh, du coup, c'est Muriel qui nous interroge, enfin qui vous interroge, vous intervenant, sur l'implication des autorités locales. Est-ce que les autorités locales étaient aussi impliquées dans des focus group? Est-ce qu'elles ont participé à l'élaboration de la vision collective? Donc, une question qui est adressée aux deux expérimentations. Donc, vous pourrez nous dire chacun ce qu'il en est dans votre cas. Et on avait également une autre question sur un autre registre de Geoffrey. Geoffrey Guimberteau, qu'on a entendu tout à l'heure, qui s'interrogeait sur cette question de posture. Comment être dans une posture de facilitateur ou d'animateur dans le cadre des AOC, mais en même temps être porteur d'une approche transformative de genre pour arriver à une égalité entre les femmes et les hommes ou entre, enfin, une égalité de genre dans le contexte. En gros, si je me faisais l'exégète de Geoffrey, je pense qu'il veut dire est-ce qu'on peut être facilitateur est-ce qu'on peut être simple facilitateur un petit peu à distance de l'action et en même temps euh, euh, contribuer à ce qu'il y ait vraiment une approche transformative sur les enjeux de genre. Voilà. Donc je vous laisse avec ces deux questions. Je vous en prie, peut-être commencer par Antilia si tu as des éléments sur l'une et l'autre des questions, puisqu'on vient d'entendre les collègues du Sénégal. Par rapport à la première question, oui, nous, on avait un groupe d'acteurs spécifiques qui s'appelle l'autorité communale, qui étaient des délégués d'arrondissement, chefs de quartier, qui, eux, se réunissent ensemble et qui ont participé à la définition de la vision collective, qui ont apporté ce qu'ils souhaitaient. Euh, et pour la seconde question, euh, en fait, je dirais que à notre niveau, pour apporter en fait quelque chose qui se transforme réellement, il faut on est obligé de partir des représentations des personnes et de ce qu'elles pensent et de là où elles peuvent aller et faire un pas. Et bon, au Tchad, on est quand même sur des pesanteurs socioculturelles ultra fortes et la place bah, des jeunes filles, des femmes, etc. De, c'est pas forcément évident. Et en fait, le fait ne serait-ce qu'elles expriment leur idée, qu'elles participent, qu'elles prennent la parole en public, et ben, c'est déjà, j'ai envie de dire, un premier pas. Donc, en fait, on part du principe que si nous, on se met à la place d'eux, on aura nos conceptions, que ça soit mes collègues, ou encore plus, par exemple, moi, qui suis pas tchadienne, mais qu'on va appliquer des préconceptions qui, en fait, vont peut-être créer une sorte de blocage et nous dire, oui, oui, on veut faire telle chose, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Alors que là, comme on parle de leur analyse, leur vision, leur changement qu'ils souhaitent faire à leur niveau, qu'est-ce que moi, Mince, mince, la Alors, connexion. ouais, voilà. Ouais. Je suis désolé, Antilia, on t'a perdu. Alors, je vais désactiver ton micro le temps qu'on répare cette situation. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Je suis absolument désolé. Si j'y arrive, ça ne fonctionne pas. Je vous propose peut-être qu'on se tourne, en attendant que ça aille mieux du côté d'Antilia, vers Radi et Christian. Radi et Christian, est-ce que vous avez des éléments à nous fournir sur l'une ou l'autre des questions qui étaient adressées? Donc, la question des autorités locales, leur implication dans les focus group et la dimension, la tension qu'il peut y avoir entre la dimension d'animation, de facilitation et une approche qui serait réellement transformative.
apparemment, il y a Antilia qui parle toujours, hein. Ouais, je sais, mais je réussis pas à lui couper le son et vu qu'on comprend pas ce qu'elle dit, voilà, Ok. je crois que allez-y, Christian. Ok. Alors, sur la question du rôle des autorités, en tout cas, leur implication, il n'y a pas eu, en tout cas, et je pense que ça a été précisé dans les premiers propos, que, en fait, même dans le choix des autorités, on a voulu choisir des autorités, en tout cas jeunes, qui ont d'abord cette double casquette-là, d'abord d'être jeunes en soi, mais également de représenter l'autorité. Et donc, le rôle était primordial parce que dans le cadre du dispositif de ces subventions en cascade, les autorités feront partie de la gouvernance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'également, nous sommes dans le cadre de projets de développement. En termes d'appropriation au niveau local, les autorités auront un rôle à jouer. Et donc, il était primordial pour nous d'impliquer ces autorités-là. Mais nous avons fait, disons, voulu avoir des autorités avec une double casquette, notamment celle naturelle d'être jeune, mais également la casquette d'autorité représentant vraiment toute la réglementation et tout ce qui s'y est. Donc, il n'y a vraiment pas eu de friction et c'était pour éviter cela, en fait, qu'on les a mis dans un même cadre. Et lorsque nous avons vraiment plus avancé sur cela, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, c'était une bonne chose que les autorités soient là, entendant eux-mêmes ce que les jeunes ont à dire, le prenant en compte et ayant une meilleure compréhension de ce qui va venir et du rôle que les jeunes auront à jouer dans le cadre de la gouvernance de ces dispositifs-là. Peut-être Adi peut compléter. Non, mais effectivement, par rapport à ce que Christian vient de dire sur l'implication des autorités locales, dans le processus de construction de la vision, nous avions un groupe spécifiquement composé d'autorités locales qui devaient eux, produire une vision avant d'aller à la phase de consolidation. Et dans nos visions, on sentait vraiment cet aspect en tant qu'autorité locale structurelle qui revenait sur la structuration de ces organisations, mais également, eux, la vision qu'ils ont de ces organisations. Et aussi, on notait dans notre vision hein, qu'il y avait pas cet aspect qui revenait sur la prise en compte spécifique pour une participation effective des jeunes filles. Donc, on avait une vision qui était un peu disparate de celle que les jeunes avaient produit. Et ça se comprenait, même si c'était des jeunes, ils ont un positionnement d'autorité locale, ils représentent des institutions. Et c'est normal que les visions ne soient pas un peu en droite ligne de ce que les jeunes avaient construit dans les autres focus groups où il y avait un focus group des groupes spécifiquement de jeunes filles et des groupes de jeunes hommes. Alors, merci beaucoup pour ce retour. Radi, je vous propose pour clore ce temps de questions-réponses, d'une part, d'adresser déjà une question du chat qui nous a été communiquée par Estelle Ledouin. Comment éviter la poursuite de rapports de domination entre les jeunes filles leaders déjà impliquées dans des associations et des jeunes filles plus novices sans intervenir dans les échanges? Donc, au-delà du focus group comme euh, outil pour éviter les rapports de domination entre groupes jeunes filles, jeunes garçons, jeunes, vieux, etc., comment au sein même de ces groupes ne pas, pas laisser des phénomènes de domination, des rapports de domination s'exprimer à nouveau? Ça, c'est donc une première question. On va ensuite en prendre la question de Pape, si vous en êtes d'accord. Et puis, on se retournera vers Antilia, qui est revenue vers nous pour qu'elle nous redise un petit peu ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, au regard aussi des deux questions qui se seront ajoutées. Euh, Muriel abonde sur cette dimension, bah, comment concilier la vision des autorités et celle des jeunes. Alors, je vous propose qu'on prenne euh, la question de Pape, et puis on se tournera d'abord vers Antilia, puis on retournera au Sénégal si nos deux intervenantes ont des éléments à ajouter, avant de repartir pour un petit peu creuser davantage vers les deux expérimentations. Pape, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, c'est Pape, je suis le représentant pays de la Fondation Nous Sims au Sénégal. Donc, nous sommes en pleine finalisation et démarrage voilà, d'une stratégie novatrice et zonale voilà, au niveau du Sénégal, donc dans deux zones de Pikine et de Saint-Louis. Donc, mes questions portent sur voilà,
et l'implication, mais surtout aussi, voilà, donc la mobilisation des acteurs, notamment institutionnels, donc autour donc de cette thématique, parce qu'on sait qu'au niveau des pays comme le Sénégal, donc l'administration est un peu donc dominée par les hommes, donc même quand il s'agit donc de faire des invitations sensibles femmes, donc il y a des difficultés. J'aurais bien aimé donc avoir votre expérience là-dessus, mais aussi au niveau communautaire, parce que souvent au niveau communautaire, on se limite à ce niveau associatif, au niveau donc des organisations communautaires de base. Je pense qu'il serait mieux également donc voilà d'enquérir donc la situation donc au niveau donc des populations. Et à ce niveau, nous vivons aussi donc une forte influence donc des leaders communautaires de la tradition donc de certains us et coutumes donc que nous confrontons. Donc là également donc étant donné que nous y sommes donc j'aurais bien aimé avoir des orientations donc par rapport à l'expérience donc voilà des participants. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'abord, Antilia, est-ce que tu as des éléments de réponse sur sur les différentes questions qui ont été adressées? Puis on retournera du côté de Christian et de Radi pour clore ce tour de questions-réponses. Mais il y en aura un deuxième, rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Je t'en prie, Antilia. Du coup, j'ai peut-être raté certaines questions parce que j'ai plus l'historique, mais Ah, il y avait plusieurs éléments. Il y avait bon, les dernières questions que tu viens d'entendre. Il y avait comment éviter la poursuite des rapports de domination entre des jeunes filles leaders déjà impliquées dans des associations et des jeunes filles plus novices sans intervenir dans les échanges. Ce qui fait potentiellement aussi écho à la question qui a été adressée par Geoffrey tout à l'heure, sur laquelle tu commençais à répondre avant d'être coupé, qui était le rapport entre une posture de facilitateur, animateur et de s'inscrire quand même dans une approche transformative de genre. Et puis peut-être aussi toute cette question qui traverse aussi nos échanges sur le rapport entre autorités locales euh, et puis plus largement, hein, c'est ce qui a été ouvert aussi par Pape, hein, le rapport à des institutions. Comment utiliser de ces focus group, comment euh, proposer d'avoir des focus group en non-mixité, par exemple, à des acteurs institutionnels. Voilà. Donc, tu as plein de choses dans lesquelles je t'invite à piocher pour nous dire celles, en tout cas, où tu as des éléments de réponse. euh, je pense que en fait, c'est tout ça, on essaye en tous les cas de le faciliter par tout ce qui est le cadre, la méthode qu'on met en œuvre quand on anime, etc. Ou pour essayer c'est assez cadré dans le sens où on va pas intervenir, mais on va tout faire pour que chacun puisse aussi prendre la parole et utiliser de stratégies pour que, euh, même au sein d'un même groupe, s'il y a quelqu'un qui prend plus de place, les autres puissent aussi participer. Et après, pour faire concilier les visions, je pense que, en fait, les éléments sont spécifiques à chaque groupe d'acteurs. Et après, on les accompagne, en fait, à recroiser ces visions et à voir là où il y a un, un, un intérêt commun. En tous les cas, nous, dans la méthode, on fait en sorte que la vision, elle concerne tout le monde et elle soit positive pour toutes les personnes, en fait, quoi. Euh, Après, c'est vrai que les autorités, ça reste quand même le groupe d'acteurs le plus compliqué et c'est souvent un groupe, c'est pas tout le temps un groupe qu'on va ajouter comme acteur de changement, mais plutôt comme observateur, facilitateur et qui peut apporter des compléments, etc. Parce que nous, en tous les cas, dans notre approche, les autorités sont peut-être un peu réticentes parce que justement, elles représentent, elles s'engagent pas dans leur propre changement puisqu'elles représentent une institution, etc. Mais après, ils prennent en compte pas mal de choses et essayent quand même de participer, quoi. Je sais pas si vous m'avez entendu jusqu'à la fin. Si, Si, tout à fait. Parfait. Je t'en prie, Claire. Non, non, je disais que oui, on entendait bien Antilia. J'avais C'est pas super. forcément. Du coup, peut-être refaire un petit passage au Sénégal avant d'enchaîner?
Radi, Christian, est-ce que sur les éléments de questionnement qui vous étaient adressés, sans prétendre avoir l'ensemble des réponses, est-ce que vous avez des choses à nous partager? Oui, bien sûr. Sur la première question, notamment sur le pouvoir d'influence, en tout cas dans le groupe spécifique des jeunes filles, je pense que nous l'avons expérimenté dans notre atelier vision où nous avions un groupe de jeunes filles de la région sud au niveau de Kédougou qui avait leur propre groupe. Donc, il fallait travailler sur les chemins de changement et cela a été difficile. Lorsque nous étions en train de faire, nous avons constaté effectivement qu'il y avait une fille, en tout cas, qui dominait plus les autres, qui prenait tout le temps la parole et qui ne laissait pas les autres s'exprimer ou qui ne prenait pas en compte les différents avis. Donc, ce que nous avons fait avec l'ensemble des formateurs, après avoir observé cela, nous avons réglementé, disons, le temps de prise de parole pour chacun et fait l'analyse de l'ensemble des différentes, en tout cas, propositions et idées de chacune pour leur dire maintenant, vous avez les différentes propositions telles, on les résume et maintenant on essaie de faire les liens pour pouvoir avoir un consensus. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver dans le groupe spécifique, d'avoir un certain niveau d'influence, par exemple, interne même au groupe. Donc, une jeune fille, par exemple, qui influence les autres membres du groupe. Peut-être qu'elle pourra acheter. Et sur la deuxième question, en tout cas, notamment sur les autorités, effectivement, au Sénégal, généralement, on voit beaucoup plus d'hommes qui représentent. Bon, je pense que nous-mêmes, on l'a vécu parce que nous avons invité sur l'ensemble des autorités, on n'a eu que des hommes qui sont venus. Donc, c'est ça, c'est une réalité. Et par contre, nous n'avons pas eu ce choix-là ou bien cette attention particulière-là pour spécifier sur les représentants des autorités d'avoir des femmes. Ça n'a pas été une requête spécifique. Si ça a été, par exemple, une requête spécifique, nous l'aurions spécifié et nous aurions, en tout cas, déployé ce qu'il faut pour pouvoir avoir cela. Et ce que nous avons eu, c'est vraiment cette idée-là, en tout cas, d'avoir des autorités jeunes. Et nous l'avons eu. Mais effectivement, généralement, on constate effectivement au Sénégal, en tout cas, en termes de représentation, on peut facilement avoir des jeunes. Alors peut-être je pense qu'il y a un autre élément qui a été soulevé, on fait référence un peu aux associations qui sont invitées et on ne prend pas peut-être en compte les communautés, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces associations ainsi que leurs membres elles-mêmes sont membres de ces communautés-là. Donc ça veut dire qu'en fait c'est une représentation, il nous faut comme un certain nombre de représentativités et on ne peut passer que par les structures, on ne peut pas faire un choix aléatoire comme ça sur des quartiers. Donc c'est ce qui a un peu guidé le choix des associations. Et peut-être ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans le cadre du projet Jeunesse et Citoyenneté, nous avons une composante de renforcement de capacité des organisations de la société civile. Donc, en plus du dispositif de subvention en cascade qui vient conclure ce dispositif d'accompagnement technique des associations. Merci. Ok, donc pour ma part, comme Christian l'a bien mentionné, concernant la mobilisation des acteurs instituts, nous n'avons pas prêté attention à ce que nous ayons des hommes ou des femmes. Nous, l'essentiel, notre critère, c'est qu'ils soient des jeunes. Mais ce que je parle, ça m'engage personnellement. Afin de mobiliser les acteurs institutionnels, il faut développer une relation de proximité avec ces acteurs. Généralement, dans le cadre des projets que nous développons, nous avons des stratégies, nous avons des logiques d'intervention que nous ne partageons pas avec les acteurs ainsi qu'ils doivent intervenir dans nos projets. Donc, du coup, ils ont des difficultés pour comprendre certains choix qui sont effectués dans le cadre de la tenue de certains ateliers, dans le cadre de certaines stratégies au niveau communautaire, au niveau des territoires. Pouvez développer toute une relation de proximité et prendre le temps d'aller les rencontrer individuellement pour partager le contexte, mais également les enjeux afférents à l'organisation de cette activité, mais également pourquoi le choix d'avoir plus de femmes pour X et X raisons. Ce sont des personnes qui sont très, très très réceptive. Donc, je pense que vous pouvez jouer sur cette carte de proximité pour pouvoir développer cette stratégie et avoir, in fine, les résultats escomptés. Il y avait une question précédemment qui concernait la posture de facilitateur et cette posture transformatrice. À un certain moment, il faut faire la part des deux. Ça se joue plutôt, à mon avis, dans le questionnement. Quand on est facilitatrice au niveau des focus group, il y a la posture qui est très importante pour ne pas couper la parole, pour ne pas orienter le débat. Là, la personne doit avoir certaines caractéristiques qui vont constituer sa posture.
Mais quand on est dans une logique transformative, surtout dans le processus de mise en commun des différentes visions, là, on a une posture où chacun doit s'exprimer et essayer de voir déjà dans les différentes visions des focus group quels sont les points communs. Ensuite, sur les points de discorde, poser le débat et laisser les participants eux-mêmes débattre sur ce sujet afin d'aboutir à un consensus. Et nous, cette stratégie nous a permis d'être en posture d'acteur transformatif en amenant les jeunes à échanger et à être d'accord sur des principes ou sur des phrases ou des mots bien spécifiques qui doivent être intégrés à la vision. Merci. Je pense que c'est bon, la Paul. On a répondu en fait aux questions. Je regarde si non, pour l'instant, il y en a pas d'autres. Ok. Ben, en tout cas, merci pour ces précisions et merci à vous également, participants, participantes, pour ces questions d'approfondissement. Donc, je vous propose de passer du coup à notre quatrième axe de questionnement et donc de reprendre un petit peu ces échanges sur les deux derniers axes de la matinée. Alors, Non, on est toujours au troisième, hein. Enfin, on ah bon? commence le troisième. Oui, oui. Ah oui, c'est Ouais. ça, pardon, excusez-moi, je me suis un peu avancée. Donc, C'est on vrai qu'on est en commence le retard, mais troisième. je t'en prie, Claire. Alors, du coup, quels sont, selon vous, les avantages, du coup, d'intégrer le genre à la pratique des approches orientées changement? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement à votre projet? Et donc là, je m'adresse du coup à Radi et Christian. Qu'est-ce que cela, du coup, a généré en termes d'avantages, de bénéfices à avoir justement travaillé sur ces questions de posture, de focus group, de vraiment veiller à la prise de parole, à la représentation des femmes, etc., des jeunes femmes. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement au projet? Alors, il faut dire que, peut-être, Khady, si tu permets, je vais me lancer, peut-être après tu pourras compléter. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le CGS a cet enjeu-là, en tout cas dans le cadre du projet Jeunesse et Citoyenneté, de pouvoir en tout cas prendre bien, avoir une bonne prise en compte des aspects de genre et de pouvoir l'intégrer dans tout ce que nous faisons. Mais également, c'est un dispositif de subvention qui se veut assez différent de ce qui se fait de manière générale au Sénégal. Il était constaté que des associations euh, de jeunes de manière générale, mais également de jeunes filles, ont accès difficilement à des financements, mais également ce sont des conditions très lourdes. Et ce dispositif s'est voulu, en tout cas, assez souple et adapté aux besoins même de ces jeunes-là à qui ces fonds sont destinés. Donc, le fait de le construire avec ces jeunes, donc, donne une certaine légitimité à ce dispositif de subvention, mais également, comme le projet a un enjeu de genre et a des objectifs spécifiques liés au genre, cela nous a permis en tout cas de pouvoir ne pas perdre de vue cet élément de genre, cette intégration du genre dans tout ce que nous faisons et spécifiquement dans le cadre de ce dispositif de subvention-là, sachant que les groupes vulnérables ont été bien représentés avec un niveau d'influence assez significatif pour bien orienter la vision et l'orientation que ce dispositif de subvention va avoir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'intégration et d'inclusion des éléments de genre, ces approches AOC et d'intégration du genre, en tout cas, nous ont vraiment permis de pouvoir, en tout cas, réaliser, en tout cas, un dispositif incluant, en tout cas, toute la dynamique de genre intersectionnel et en tout cas, que ça soit vraiment cohérent avec nos objectifs en soi. Peut-être c'est ce que je voulais dire, Khady, peut-être si tu peux compléter. Donc, à la suite de Christian, pour nous, au GRED, on a toujours transversalisé la thématique du genre dans le cadre de nos projets qu'on développe dans nos différentes zones d'intervention. Aujourd'hui, quand cette logique est la posée à une démarche AOC, nous réconforte. Et en plus de cela, dans le cadre de notre convention programme Jeunesse actrice du monde de demain, nous avons, dans cette deuxième phase, nous avons porté une attention bien particulière au genre, c'est-à-dire est-ce que les résultats
quanti que nous obtenons nous reflètent vraiment l'impact que nous avons auprès de ces jeunes filles. Donc, avoir une attention particulière dans notre dispositif de suivi-évaluation sur ce sujet nous permet vraiment d'aller à profondeur dans nos analyses par rapport au genre, sous l'analyse du genre sous l'angle AOC. Moi, en tant que personne, cette expérience m'a permis vraiment de revoir ma posture parce qu'il y a quelques années de cela, je ne prêtais pas ma posture devant les personnes en situation de handicap, devant certaines jeunes filles. Mais après, tu te rends compte que toi, en analysant en tant que femme, tu te dis, dans la catégorie des jeunes filles, c'était comme si tu es au niveau privilégié par rapport à d'autres jeunes filles. Donc, ça t'oblige dans la pratique, mais aussi dans la réalité de revoir la posture en termes de communication, en termes de partage d'informations, mais également de laisser la possibilité aux jeunes filles de s'exprimer de s'exprimer par rapport à leur ressenti, mais également d'être actrice dans des dispositifs, que ce soit de subvention ou dans le cadre de la gouvernance des organisations de jeunesse ou toute autre activité qui leur permettrait d'être épanouie et d'être actrice de changement. Merci à tous les deux. Du coup, je vais me tourner vers Antilia peut-être maintenant pour nous dire ce qu'elle retient de cette expérience en termes de, on va dire, de bénéfices d'une approche genre pour le projet qui est porté par IDEA TNV. Je pense que nous, ce qu'on retient, c'est que ça vraiment, enfin, la façon dont on l'a fait, ça a vraiment permis de libérer en fait la parole des femmes et qu'elles se sentent déjà dans un premier temps capables de prendre la parole et d'exprimer ce qu'elles souhaitent et par rapport à leur contexte et leur spécificité. Et comme on l'a fait, ça a permis aussi aux hommes de faire certaines concessions et qu'ils acceptent que les jeunes, les femmes, les jeunes filles prennent aussi la parole. Ça leur a permis un peu de groupe des femmes qui étaient plutôt des mères. Elles se sont mobilisées entre elles justement pour aller pour aller rencontrer les autorités et obtenir des actions spécifiques en faveur des jeunes filles. Parce que c'est vrai que par exemple les mères souvent s'impliquer et vont aussi s'identifier aux jeunes filles en se disant que elles ont vécu, il y a eu telle chose, et elles veulent pas forcément la même chose pour leur fille. Et je pense que sans ces espaces de parole qu'on a définis, ça ne serait pas forcément arrivé, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident que pour ces personnes. Après, on a déjà, dans le passé, quand on a expérimenté, on s'est dit, on invite tel groupe représentatif, les parents, les associations de parents d'élèves, par exemple, des choses comme ça, et ben, on se retrouve toujours avec seulement une ou deux femmes qui se retrouvent avec plusieurs hommes. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, en fait, le fait de créer ces groupes spécifiques, ça permet de s'assurer de leur participation et aussi de leurs actions qui sont spécifiques. Et, euh, et, et, et ce travail collectif, ça permet en fait d'avancer sur cette hiérarchie qui existe d'entre générations, etc. Et qu'on a des avancées petit à petit, quoi. Alors, au contraire, quels ont été les facteurs limitants de cette démarche? Je me tourne peut-être vers Christian et Radi. Qu'est-ce qui, quelles ont été les difficultés rencontrées? Parce qu'on se doute que c'était pas un chemin toujours facile. Voilà. Loin de là, loin de là. Ça a été un chemin difficile. Effectivement, on a eu des difficultés. D'abord, en termes peut-être de... Désolé, je disais qu'effectivement, il y a eu des difficultés. Donc, notamment sur la convocation des autorités, il y a eu, au moment où nous faisions l'atelier,
Par exemple, à Ziguinchor, il y a eu le premier ministre d'antan qui était là-bas, donc qui avait mobilisé l'ensemble des autorités. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir toutes les autorités que nous avions. Or, ce n'était pas prévu avant même notre atelier. Donc, ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté dans la conduite même de l'atelier, la difficulté que nous avons eue, c'était plus sur les chemins de changement, dans l'élaboration des chemins de changement. Ça a été difficile parce que peut-être pour nous, ça a été une peut-être première expérience. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail de préparation, mais les chemins de changement ont toujours été difficiles en tout cas. Et nous nous sommes confrontés à cela dans l'élaboration avec les différents groupes au niveau de l'atelier. Et on a réussi à avoir des chemins de changement, mais on n'était pas convaincus. Il y avait des difficultés de compréhension de la part des participants sur les chemins de changement. Donc, peut-être en termes d'évaluation, après, il nous a fallu voir est-ce qu'il ne fallait pas changer l'approche, la communication, les termes utilisés. Donc, voilà peut-être les quelques éléments qui m'ont semblé importants et en termes de difficulté. Peut-être Khady pour la compléter. Non, mais c'est juste pour réconforter ce que tu as dit. Je pense que les chemins de changement, c'était la galère pour nous. Donc, pour la vision, ça, c'était bien. On est parvenu à construire toute une vision où tous les participants ont adhéré, les jeunes, les représentants institutionnels. Par contre, pour le chemin de changement, en certain moment, à travers nos explications, on sentait que c'était abstrait. Donc, on n'avait pas d'exemple pour pouvoir illustrer comment on devait designer ces chemins de changement. Donc, avec ce manque d'illustration, nous avons dû recourir à un tas de questionnements, c'est-à-dire identifier des questions par rapport à nous, ce qu'on recherchait en termes de réponse pour l'élaboration de ces chemins de changement. Donc, on est allé du pratico-pratique en ayant tout un tas de questions sur lesquelles on avait réfléchi et qu'on avait adressé les jeunes. Du moment où on a commencé les questionnements, nous avons vu qu'ils étaient très réceptifs par rapport à ces questions, ils répondaient. Et de l'autre côté, ces réponses nous permettaient d'avoir les chemins de changement, en fait. Et vu qu'on n'avait pas d'illustration. Donc, c'est pour dire que dans le processus de construction de ces chemins, on s'est vraiment adapté pour pouvoir, après, avoir le résultat escompté, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, pour mieux illustrer cette construction de chemin de changement aux participants. Merci beaucoup pour ces éléments, Khady et Christian. Et je vais me tourner vers Antilia. Du coup, pour toi, Antilia, du coup, et quelles ont été les éventuelles difficultés ou les éléments inattendus qui sont survenus suite à l'animation de ces ateliers? Alors pour nous, je pense que je dirais qu'il y a deux difficultés qui sont apparues. La première, c'était aussi le temps que ça a pris pour acquérir la confiance, en fait, surtout des jeunes filles, par exemple, et de libérer la parole. On va dire que nous, à l'atelier Vision et Changement, c'était pas parfait, mais le fait qu'on ait quelqu'un qui après retourne pour questionner sur les changements, qu'est-ce qu'elles ont pensé, est-ce qu'elles veulent compléter, etc. Ça a pris un peu de temps, mais il y a vraiment un lien de confiance, de confident qui s'est créé et qui a après fait que la parole se libère. Et aussi qui permet que les personnes se confient aussi sur des situations un peu personnelles, délicates, parce que c'est vrai que nous, au final, c'était sur la participation des jeunes dans l'espace public, mais en fait, on part vraiment sur des questions de dialogue intergénérationnel, de problématiques entre jeunes, aînés, euh, et au début, c'est assez compliqué de présenter des problèmes personnels que ces enfants rencontrent, le manque de dialogue, les conflits, etc. Mais en fait, avec une bonne posture et l'assurance de la confidentialité, il y en a qui ont réussi à se confier et aussi entre pairs, enfin, au sein du groupe pour se dire qu'ils ne sont pas forcément les seuls à vivre cette situation et ces difficultés liées à l'intergénérationnel et quelles solutions, quelles tactiques, quelles stratégies ils peuvent mettre en place pour faciliter ce dialogue et mieux inclure les jeunes, et notamment les jeunes filles dans l'espace. Et il y a un second pour certains acteurs, c'était que, en fait, quand ils formulaient leur chemin de changement, ils pensaient qu'à la fin, ils auraient en fait de l'argent pour, euh, pour réaliser leurs actions, leurs changements.
ce qui n'est pas le cas parce que là, on part sur une démarche volontaire. Alors, bien sûr, il y a toutes les autres activités du projet hein, qui contribuent, des renforcements, etc. Mais il y a pas de moyens financiers, de mise à disposition. C'est vraiment, moi, à mon niveau, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation et contribuer à la vision? Et qui doit faire dans un premier temps avec les moyens du bord. Donc, c'est vrai que ça a découragé certains mais qui d'autres aussi s'en sont emparés. Et malgré qu'on a en fait un fonds d'accompagnement, ce qu'on appelle un fonds d'accompagnement au changement, on ne le mobilise pas tout de suite au début parce que pour que les changements se pérennisent et que ça devienne une habitude, on souhaite que qu'ils définissent et qu'ils commencent à faire et qu'après, nous, on peut venir les appuyer quand ils se sont mis en mouvement et on va accompagner les changements les plus durables et qui profitent au plus grand nombre. Merci beaucoup, Antilia, effectivement, pour ces éléments très, très intéressants et pas évidents, du coup, à traiter, j'imagine. Alors, sans plus attendre, pour vous laisser un peu de temps, notamment pour les questions, on a déjà des questions sur le chat. Je voulais donc aborder le dernier axe de questionnement, à savoir, du coup, est-ce que vous vous sentez capable de diffuser ces nouvelles approches une fois l'expérimentation terminée? Comment pensez-vous justement partager en fait aussi au sein de l'équipe projet, au sein de l'équipe sur le terrain? Et donc là, je vais m'adresser plus spécifiquement au GRET et à la CJS. Vous sentez-vous capable du coup de diffuser ces nouvelles approches? Comment vous envisagez le transfert? Allez, je te laisse y aller. Ok, de mon côté, oui, hein, je serai en mesure de refaire tout ce processus. Et ce qui est intéressant, ça se fera pas en posture de novice, mais avec beaucoup d'expérience que j'ai acquérie au cours de cette expérimentation, mais également avec les différents webinaires qu'on a eu à faire pour échanger sur les fiches thématiques. Euh, Peut-être moi, derrière, la chance que j'ai, c'est que le GRET a déjà eu à être formé sur les approches AOC. Donc, depuis fort longtemps, c'est une méthodologie qui a été implémentée dans beaucoup de processus et dans beaucoup de projets sur l'assainissement, sur l'eau et nous sur les jeunesses. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre convention programme Jeunesse Artistes du Monde de demain avec l'AFT, nous sommes toujours dans une logique AOC et même dans le suivi éval. Donc là, moi, c'est juste continuer le processus avec l'équipe en essayant de se renforcer mutuellement parce que même pour notre CPJAT, nous avons eu à construire une vision lors d'un atelier avec les chefs de projet multi-pays. Nous avons conçu une vision sur ce que nous voulions. Donc, pour se dire que ce processus n'est pas juste destiné à la façon dont nous gérons des projets, mais aussi c'est destiné dans le cadre des conventions, dans le cadre de la mobilisation des équipes, surtout dans des logiques multi-pays, de rassembler les troupes sur une logique qui va motiver tout le monde et atteindre les objectifs escomptés. Peut-être ce que je crois qu'effectivement, on a l'ambition de pouvoir disséminer et utiliser ces AOC dans le cadre du CGS ou de cette expérimentation. Et c'est tout le sens, c'est de pouvoir le disséminer, de pouvoir continuer ces approches-là dans nos différentes interventions. Et pour nous, c'est important dans la mesure où le CGS est une nouvelle association, donc il y a juste 3 ans. L'idée étant de pouvoir aller vers de nouvelles approches et l'expérience que nous avons avec la télévision qui a orienté les différents en tout cas, orientations compris le dispositif de subvention. Nous avons eu d'abord à former plusieurs staffs donc, sur ces approches orientées changement. On a plusieurs membres de nos équipes qui ont participé à cette formation-là, donc qui sont assez informés là-dessus. Nous avons des sessions régulières où nous rendons compte aux différentes équipes sur l'avancement de l'intégration de ces approches-là. Et maintenant, peut-être au-delà même de cette expérimentation, l'idée sera de pouvoir prendre en compte cette approche-là pour pouvoir déjà impliquer, sachant que le CG, c'est un regroupement d'organisations, donc 18 au total pour le moment,
de pouvoir en tout cas fédérer un peu l'ensemble de ces organisations-là. Et au niveau de notre direction, il est prévu de pouvoir utiliser, voir comment utiliser cette approche-là, en tout cas dans le cadre de l'élaboration des différentes stratégies de manière globale au niveau du CGS et plus en même, en tout cas, de prendre en compte les spécificités au niveau local. Nous avons eu plusieurs organisations qui ont participé à ce processus d'atelier vision, notamment des organisations qui interviennent dans le cadre du projet, qui sont au nombre de 13. Et donc, toutes ces organisations-là, elles, disons, pourront être des relais dans le cadre de ces approches orientées changement, puisque en termes de transition, il est prévu également un transfert de compétences à ce niveau-là pour que ces organisations elles-mêmes puissent intégrer ces approches-là, en tout cas qui vont être capitalisées dans le cadre du projet, dont prioritairement peut-être les approches orientées changement. Merci beaucoup, Christian. Merci, Radi. Je me tourne à présent pour lui adresser la même question vers Antilia au sujet de votre expérimentation avec IDE et ATNV. Qu'est-ce que cette expérience a changé et quels échos ou quelle diffusion va-t-elle connaître chez l'un ou chez l'autre, IDE ou ATNV? Euh, alors, bon, je ne veux pas parler à la place de la TNV, mais je pense que enfin, ça a quand même permis de voir un peu comment on pouvait prendre en compte le genre de manière un peu plus forte et comment on pouvait aussi libérer les paroles des jeunes filles, puisque les actions principales de la TNV se portent quand même sur les jeunesses. Euh, et nous, à notre niveau d'idée, bah, c'est vrai qu'on a quand même comme on a une certaine expérience, les groupes non mixtes, exclusivement féminins, c'est vrai qu'on le pratique assez souvent, mais je pense que là, ça a été aussi un déclic de se dire qu'il y avait, qu'en fait, une AOCMS sans groupe spécifique féminin, c'était pas possible et ça a apporté une certaine plus-value, quoi, et ça permet, voilà, d'avoir vraiment, d'alterner focus group, multi-acteurs, de se dire, bah, on part de nos représentations, on échange entre pairs, et après, on mélange, et ça permet l'expression de tout le monde. Et puis nous, on a aussi expérimenté, c'est qu'on faisait beaucoup d'entretiens aussi individuels par personne, donc pour compléter un peu et voir bah, qu'est-ce qui bloquait, quelles étaient les difficultés à effectuer le changement. Se dire qu'après, tout ça se retrouve dans les ateliers qu'on fait annuels où il y a vraiment tous les groupes d'acteurs qui se retrouvent une journée entière, environ 60-70 personnes, et qui vont témoigner de leur changement envers les autres groupes, et ce qui va se stimuler et créer une émulation entre eux, en fait, et où chaque groupe va témoigner et va aussi travailler à des solutions. Mais en fait, nous, on alterne vraiment ces focus group avec les plénières où chacun repartage et échange sur ce qu'il a produit, quoi. Donc, ça permet aussi de vraiment encourager la collaboration en prenant les spécificités de chaque groupe en compte. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va passer du coup à la quasiment dernière phase. Alors, qu'est-ce qui va se passer à présent? Tout d'abord, avant de passer à la phase de questions, qui sera sur le modèle de celle que vous avez pu connaître tout à l'heure, je vais diffuser un petit sondage. C'est très rapide, hein. Il y a 3 questions. Vous devez y avoir accès là, ça doit venir de s'afficher sur votre écran. Ce petit sondage, il nous permet d'évaluer un petit peu votre appréciation de cette communauté de pratique. Euh, donc du coup, l'idée, c'est vraiment de vous tester sur ce que ça vous a appris, ce que ça vous a apporté, la façon dont vous allez vous en saisir. J'en profite pendant que vous êtes en train de répondre au sondage, parce que je pense que vous êtes à même de faire 2 choses à la fois pour vous donner quelques éléments, on manque de temps, donc je vais rapidement dessus. On avait prévu ça pour après, mais je le fais, je le fais maintenant. Pour vous donner quelques éléments de calendrier qui sont susceptibles de vous intéresser. Déjà, la prochaine date de cette rencontre, c'est le 23 janvier prochain, de 10h30 à 12h30, toujours en ligne, heure française. Ça a déjà été évoqué par Claire, je passe rapidement dessus. Vous retrouvez l'information sur notre site. Vous informez, mais ça, c'est peut-être plus
plus neuf pour vous. La tenue des rencontres du F3E 2024, ce seront les 20 et 21 novembre prochains à Paris, au Solaris, plongé au cœur des expériences qui transforment. Venez donc récolter avec nous les perles du changement en enfilant vos combinaisons de plongée et vos tubas, ou même vos bouteilles si vous souhaitez plonger vraiment en eau profonde. Simplement vous dire qu'à cette occasion, notamment parmi plein d'autres choses super intéressantes. Il y aura notamment une présentation des résultats du PAX 2, le fameux programme dont on vous parle depuis ce matin, donc qui vise à mieux intégrer une perspective de genre dans la conduite des approches orientées changement. À suivre également une future communauté de pratique consacrée au suivi et évaluation. Nombre d'entre vous qui vous intéressez aux approches orientées changement, vous intéressez également au suivi et évaluation au sens large et au sens particulier de suivi, évaluation, orienté changement. Donc une première rencontre qui aura lieu, je ne le vois plus sur mon écran parce que c'est caché, mais le 28 novembre prochain de 14h30 à 17h heure française, qui sera également uniquement en ligne, un petit peu dans le mode de cette rencontre d'aujourd'hui. Et peut-être pour celles et ceux qui sont inscrits sur notre... Il y avait pas mal de consultants, consultantes aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur le groupe LinkedIn consacré aux consultants, consultantes. Ça vous oblige du coup à aller sur le groupe LinkedIn, mais vous dire qu'il va y avoir une rencontre spécifique à destination des consultants et consultantes qui sera organisée le 15 octobre prochain et qui sera donc consacrée aux approches orientées changement, mais uniquement à destination des consultants consultantes. Justement, on parlait comment est-ce qu'on les appréhende au F3E, comment vous pouvez vous en emparer, comment les mettre dans vos études, bon bref, voilà. Tout ça, c'est donc prévu pour le 15 après-midi. Et si je voulais être complet, il y a aussi une rencontre le 16 avec le CIRAD, mais je vous laisse aller sur notre site pour plus d'infos. Et maintenant que vous avez répondu au sondage, je vous propose de passer à la session de questions-réponses plutôt que de monopoliser ainsi la parole. On avait une première question qui avait été Oui, adressée sur le chat. sur le chat, voilà. Est-ce que vous rencontrez des résistances sur le... Alors, c'est Mathilde Bulot, pardon, qui avait adressé cette question. Est-ce que vous rencontrez des résistances sur le principe de rencontrer seulement des filles et des femmes? Est-ce que les hommes ont accepté facilement de rester en retrait des focus group féminins? Sinon, comment avez-vous géré la situation pour garantir la non-mixité et la confidentialité? Et donc, elle nous fait un retour d'expérience. Elle était, Mathilde, récemment sur le terrain en Côte d'Ivoire, dans une zone rurale où systématiquement des hommes tournaient autour des focus group qui étaient tenus avec les femmes du village. Donc ça, c'est après une question du rapport des hommes, notamment avec cette non-mixité. Euh, je regarde si j'ai d'autres choses. J'ai eu des remerciements plein, mais du coup, voilà, pour une première question, et n'hésitez pas à profiter c'est Money Time, hein, c'est ce qu'on dit au foot, hein, ou sur les sports co. On est, on entre bientôt dans la prolongation, donc il nous reste 10 minutes. Allez-y pour adresser vos questions sur le chat ou pour demander la parole à l'oral. Voilà, je me tourne vers nos intervenants, intervenantes. Avez-vous des éléments de réponse à apporter à Mathilde? Des réflexions à partager, à défaut de réponse. Ouais, peut-être, je peux me lancer, peut-être après les autres collègues vont compléter. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée, ce n'est pas dans les ateliers, en tout cas, on a eu c'était un atelier mixte, il y avait des hommes et des femmes. Nous avons juste en fait créé le cadre pour que les femmes puissent s'exprimer de manière claire et dans un même groupe de ne pas avoir de ne pas être influencé en fait par les hommes ou de réduire le niveau d'influence des hommes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les hommes ne vont pas se sentir affaiblis ou autres. On n'a pas connu de résistance parce que tout simplement, en fait, les hommes eux aussi ont eu leur espace pour faire valoir leurs avis. Nous avons juste travaillé à équilibrer les niveaux de pouvoir parce que tout simplement, si on avait par exemple laissé cours sans donner d'orientation spécifique au moment des convocations, on se retrouverait avec un groupe par exemple dominé à 80% par des hommes, donc qui reflèterait, qui allait faire ressortir une vision qui va prendre en compte que les spécificités des hommes, ce qui fait que nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Donc, nous avons voulu, dans le cadre dans le cadre de cette expérimentation, et spécifiquement dans l'atelier, prendre en compte cette dimension-là où on est sûr et certain que les groupes vulnérables, les jeunes femmes, pourront en tout cas faire valoir leurs avis, ce qui nous permet de prendre en compte leurs besoins. Effectivement, c'est pour réduire le niveau d'influence, en tout cas des hommes, dans la définition même de la vision et des différents chemins de changement, mais cela n'enlève en rien une bonne prise en compte des besoins des hommes parce qu'elles-mêmes, ces hommes également ont eu à donner leurs avis, ont eu à vraiment à participer pleinement aux
aux différentes sessions et ne se sont pas sentis à aucun moment donné, en tout cas, rejetés ou pas pris en compte ou réduits peut-être à juste une participation juste symbolique, quoi. En tout cas, peut-être que les autres collègues ont d'autres avis ou d'autres contributions. Merci. Donc, Peut-être. Ah, à la suite de Christian, il faut reconnaître que de plus en plus, les jeunes au Sénégal sont très sensibilisés à participer à des ateliers qui sont convoqués par des organisations. Donc, il y a toujours des règles qui nous permettent de bien cadrer les choses et surtout la bienveillance, le respect. Donc, au tout début de l'atelier, nous avions des règles de vie pour cadrer l'atelier, éviter tout dérapage et surtout au respect de la dignité humaine de la personne, que surtout quand c'est une jeune fille. Les règles de vie nous ont permis cela, mais aussi le fait que les jeunes ont toujours eu à travailler avec beaucoup d'organisations sur les questions se concernant, donc ils sont très sensibilisés sur ce type de sujet. Nous n'étions pas à un niveau très profond de la ruralité, nous étions plutôt au niveau régional, donc ce sont des jeunes qui on peut catégoriser de citadins. Donc, du coup, on n'a pas été confronté à cette problématique. Mais si c'était dans d'autres zones où c'était carrément avec des groupes au niveau village, c'est sûr qu'on aurait ce genre de problématique parce que c'est très présent au niveau des villages. Merci. et Antilia, peut-être, parce que je sais que comment je veux dire, Jas avait évoqué les pesanteurs culturelles au niveau du Tchad, est-ce que vous avez justement eu des situations un peu d'incompréhension, de blocage et comment vous y avez fait face? Sinon, enfin voilà, peut-être nous partager ces éléments. Non, non, je rejoins tout à fait Christian et Fadi sur ce point. Après, c'est vrai que nous aussi, à Mundou, c'est un contexte urbain. Après, je pense que nous, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on organise l'atelier Vision et Changement, c'est les gens, en fait, on a une énorme équipe d'animation, environ 10 12 personnes, et on a 6 groupes d'acteurs. Donc, le groupe des jeunes filles, des femmes, des pères, des jeunes hommes, des autorités et des OSC qui travaillent avec la jeunesse. Et par exemple, le groupe des OSC qui travaille avec les jeunesses, c'est un groupe mixte, mais les jeunes filles, jeunes hommes, là, c'est non mixte. Et comme ils travaillent chacun sur leur représentation à eux, il n'y a pas forcément de perturbateurs, de mauvaise compréhension. Après, je sais qu'on a fait aussi des AOCMF au Sénégal en milieu rural. Et là, après, ça peut être, s'il y a juste quelques observations, c'est pas forcément quelque chose qui dérange. Mais après, il peut y avoir aussi des grandes sessions de focus group où pareil, un animateur est avec tel groupe d'hommes, un animateur, une animatrice avec tel groupe de femmes. Etc. Et quand on fait des focus groups séparés, qu'on se retrouve pas au milieu en plénière, la session se fait pour chaque personne, chacun à leur tour sur le mois, par exemple. Donc, en tous les cas, c'est pas moi qui anime, mais ça nous est jamais remonté comme une grande problématique. Mais après, c'est vrai que ça demande beaucoup de personnes et beaucoup de temps, en fait, pour animer tout ça spécifiquement. Merci Antilia. Peut-être du coup, alors il nous reste 5 minutes, donc pour tenir le timing, déjà une question très technique, enfin, simple finalement et pragmatique. Combien d'ateliers ont été nécessaires pour construire les visions et chemins de changement? Donc ça, voilà une question déjà que je vous donne pour les intervenants intervenantes. On a Vladimir Ugarte de Empodera Consultores qui a questionné pas mal de choses, nous a partagé pas mal de ses réflexions au fil de l'eau. Je vais m'en faire le relais. Je ne suis pas sûr qu'on doive apporter de toute façon une réponse à chacune, mais euh, intervient-on sur le changement lui-même ou sur les conditions qui permettent de créer du changement, un changement qui se joue à plusieurs échelles, d'ailleurs, perso, organisationnel, communauté, sociétale, donc notre rapport au changement et la nature du changement qui sont en question. Se questionner sur la place du sensible. D'après notre expérience, l'approche AOC est indissociable sur un travail sur les, enfin, indissociable d'un travail sur les sensibilités.
Donc cette notion d'empathie qui crée des relations, des proximités et qui, pour lui, était sensible dans l'expérience du Sénégal. Pointer, identifier les éléments méthodologiques qui permettent de résoudre la tension entre inclusif et exclusif. Laisser libérer la parole présuppose une construction à plusieurs temporalités, à plusieurs niveaux. Euh, euh, pour limiter les rapports de domination. Et puis, dernière réflexion, il faudrait peut-être identifier des principes spécifiques intrinsèques, des conditions indispensables qui aident à définir, à repérer les AOC. Une définition trop large des AOC risque de rendre invisibles ces apports. Voilà pour quelques éléments de réflexion avant de s'approcher vers la conclusion. Si les intervenantes veulent bien répondre à la question plus concrète du nombre d'ateliers qui ont été nécessaires pour définir des chemins une vision et des chemins de changement, puis après on passera peut-être à quelques mots de conclusion de Claire pour terminer à 12h31 ou 32, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas un énorme retard. Voilà. Je vous en prie pour les intervenants intervenantes. Nous, du côté du Tchad, pardon, je suis allée, Christo, excuse-moi. Nous, l'atelier Vision et Changement, il a duré 2 jours avec les acteurs et les actrices. Et par contre, on a eu 2 à 3 jours de préparation vraiment pour tester notre conducteur d'animation, bien discuter qui fait quoi pour que ça fonctionne bien. Et aussi, on avait un temps de formation parce que toutes les personnes qui animaient n'étaient pas forcément au clair, enfin ne connaissaient pas forcément la OCMS et la posture d'accompagnement. Très bien. Et du côté du Sénégal, Christian? Ben, pareil, on a eu besoin de 2 à 3 jours, sachant que sur les 2 premiers jours, on peut avoir la vision. Mais je pense, en tout cas, d'expérience avec ce que nous avons vécu, on aurait besoin peut-être de 2 jours de plus, peut-être avoir, au lieu de 3 jours, de se faire 4 jours pour pouvoir bien élaborer les chemins de changement, prendre le temps de bien les expliquer avec des groupes. Effectivement, comme l'a précisé Antélia, le temps de préparation est très important qu'il faut prendre en compte. Nous également, je pense qu'on a pris une semaine avant pour bien le préparer avec des 2 heures de séance, peut-être tous les 2 jours, qui ont permis vraiment de pouvoir bien cadrer le déroulé, s'assurer vraiment est-ce que tout est pris en compte. Donc, ça fait un temps de préparation assez conséquent. Mais pour l'atelier en soi, sur 3 à 4 jours, ça peut se faire normalement. Nous, on l'a fait sur 3 jours. Mais si on devait refaire, peut-être qu'on prendrait peut-être un jour de plus. Peut-être Hadi pourra ajouter, oui. Non, mais je suis parfaitement en accord avec toi sur la durée, parce que c'est assez, le processus de construction des chemins de changement est très important. Oui, de mon côté, c'est ça. Sinon, je suis parfaitement en accord sur le temps de préparation. La clé pour réussir ces ateliers, c'est la préparation, le déroulé, l'analyse des acteurs et actrices. Donc, c'est vraiment une étape cruciale pour pouvoir bien profiter de ce genre d'atelier. Merci à tous les trois et à Jas, du coup, qui n'est plus là pour m'entendre. Et je vous propose maintenant peut-être un mot de conclusion de Claire. Claire, un Oui, mot de- oui, oui, oui. Je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît, Paul. Donc, merci à vous quatre pour ces témoignages très, très riches du terrain, effectivement, qui nous plonge vraiment dans la mise en place des approches orientées changement avec intégration de l'approche intersectionnelle de genre. Donc peut-être quelques éléments à retenir de ces échanges, alors très 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 résumés, hein, puisque nous avons pas mal de choses très riches qui sont ressorties. Donc effectivement, le travail en focus group qui ressort pas mal de ces deux expériences, qui, comme on le dit, permet de favoriser la prise de parole de chacun dans un espace de confiance et, si possible, de confidentialité, avec toutes les difficultés que cela peut supposer, justement par rapport au contexte dans lequel on intervient. La question de l'animation aussi, la posture de l'animation, ne pas prendre la place des membres, ne pas être trop interventionniste, mais en même temps faciliter justement la parole, éviter la reproduction des rapports de domination dans ces espaces, être dans une posture, comme le disait Radi, d'écoute, d'observation,
plus que d'incitation. Donc, c'est vraiment un équilibre assez complexe, mais qui, effectivement, dans le temps et suivant les différents contextes et la perception des contextes dans lesquels on évolue, bah, permet effectivement de concrétiser un petit peu les choses et peut s'acquérir petit à petit. Et puis, bien sûr, le maître mot, la patience, hein, les approches orientées changement, comme le disait Muriel tout à l'heure, ne sont pas linéaires et demandent beaucoup de temps, beaucoup de patience. On est sur des représentations culturelles et collectives très ancrées. Le changement demande du temps. Alors évidemment, la question que posait Vladimir avant de partir, est-ce qu'on intervient sur les conditions de ce changement ou sur le changement lui-même? Voilà, telle est la question, mais déjà dans un premier temps, favoriser effectivement les possibilités d'aller vers ce changement, et c'est en tout cas ce que nous ont montré les différents témoignages. Autant faire se peut, donner les conditions maximales pour que les différentes personnes puissent s'exprimer et pour qu'effectivement petit à petit on puisse donner la place à chacun, chacune dans la définition de ces axes de changement. Donc c'est un travail effectivement très itératif qui demande beaucoup de flexibilité et aussi qui nécessite du temps dans la mise en place. Et parfois, ce temps, eh bien, on ne l'a pas non plus forcément et on n'a pas peut-être non plus, comme le suggérait Geoffrey tout à l'heure, le budget nécessaire. Donc, c'est toujours cet équilibre entre ce que nous permet le projet et le cadre logique et ce que nous exige aussi le contexte dans lequel on intervient et l'exigence que demande aussi la prise en compte de ces différents points de vue, puisque ça demande vraiment aussi une exigence d'analyse, une exigence d'écoute, une exigence d'accompagnement. Voilà, je n'ai pas forcément tout résumé, j'ai essayé au maximum de donner des éléments. Tous ces éléments, en tout cas, à la fois en ce qui concerne l'outillage et les différents témoignages, sont en cours de capitalisation dans le cadre de projet PAX 2. Il va en ressortir effectivement un recueil de ces expériences de terrain avec un partage de la foultitude d'outils qui ont été créés dans le cadre du PAX 2. Donc, je n'ai pas encore la deadline de la publication de ces éléments-là, mais en tout cas, pourrait avoir accès assez concrètement à l'ensemble de ces expérimentations et à ce que les expérimentateurs et expérimentatrices ont pu réfléchir dans le cadre de ce programme d'expérimentation. Voilà. Merci à vous, hein. Merci beaucoup pour votre participation, vos contributions, pour les différentes questions. C'est toujours un plaisir en tout cas et d'échanger avec vous malgré parfois les difficultés techniques. Et encore merci à Antilia, Jazz, à Christian, à Hadi. Malgré la distance, on a pu en tout cas avoir des échanges fluides. Merci à vous pour votre participation, votre présence. C'était très chouette. Merci à tous et toutes. Et rendez-vous du coup le 23 janvier ou plus tard si vous ne venez pas aux autres événements du F3E. Merci beaucoup. Et, Au revoir.